Vas-y, tu peux démarrer quand tu veux. Ok. Eh ben déjà, merci beaucoup de m'inviter. J'ai 40 minutes, c'est ça, à peu près? Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, aussi, petite question, mais là, je pense, d'après ce que je vois, c'est clair, c'est en français, c'est ça que je peux présenter? Je pense que ouais, tout le monde parle Ouais, français, ouais, tout le ok, monde parle français. Enfin, super. en fait, on reste là habituellement jusqu'à 2 heures, donc on peut faire présentation jusqu'à 2 heures, questions incluses, et puis on discute. Très bien, ok. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais vous présenter des travaux. Donc, on m'a demandé de présenter mes travaux sur la planification de pas pour les robots humanoïdes principalement, ce qui n'est pas mes travaux les plus récents, mais ça a une petite dizaine d'années. Je vais présenter trois choses indépendantes et j'essaierai quand même à la fin de chaque partie, de me demander par rapport à peut-être la littérature ou ce qui existe maintenant, comment on pourrait améliorer ces méthodes qui commencent un petit peu à dater. Euh, donc les trois parties, ce sera la première, enfin, toujours lié à de la planification de pas sur un sol plat. Déjà, je fais cette hypothèse qui est, pas, voilà, qui est assez restrictive, mais il y a quand même plein de choses à faire dans ce contexte. La première approche, ce sera une méthode qui nous a permis de faire de la planif de pas de manière réactive. Donc l'objectif, c'était vraiment d'accélérer nos résultats. La deuxième est un petit peu théorique, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une manière de présenter la planification de pas dans ses aspects hybrides sous forme entièrement continue, c'est-à-dire en gros de faire disparaître le caractère discret de la prise de contact dans les pas. Et on verra comment ça pourrait être éventuellement, ça a pu être éventuellement généralisé dans de nouvelles approches. Et la dernière partie, c'est des travaux sur le robot Coman à l'IIT de recouvrement d'équilibre après une perturbation typiquement. Donc on pousse le robot et on souhaite que très rapidement il soit capable de faire des pas pour regagner son équilibre. Alors, je vais Nicolas, commencer. Oui, oui. juste dans le chat, on entend tous comme un petit sifflement continu, comme si ton micro était près d'une source de bruit. Je crois que ça peut venir de chez toi. Je crois que c'est peut-être quand j'ai ma vidéo. Je vais enlever ma vidéo. Et tu peux me dire si tu l'as encore. Je crois que j'avais déjà eu ce bug. Ah, parfait, ça a disparu. Ouais, Parfait. Là c'est bon? ouais, c'est beaucoup mieux, D'accord. ouais. Ah ben, vous Merci ne verrez pas beaucoup. mon visage. Par contre, il n'y a plus Euh, l'écran maintenant. Il n'y a plus l'écran. Alors, c'était ça. Là, c'est bon? Ou il n'y a plus du tout l'écran? Non, il n'y a pas l'écran à nouveau. Ok. Moi qui étais venu que pour ton visage, mince. Ah, ben là. Alors, comment ça se passe? Hop. Là, ça devrait être bon. Ouais, Ouais, parfait. C'est bon? Ouais, oui. Ok. ouais, c'est bon. Très bien. Donc, euh, la planification de pas, c'est quelque chose qui devrait être fait de manière très réactive, parce qu'on a envie que notre robot soit capable de changer le plan par exemple, admettons qu'il planifie une dizaine de pas à l'avance, on voudrait qu'il soit capable de changer très rapidement en fonction d'obstacles qui apparaissent soudainement. Mais le problème, c'est que planifier des pas, donc c'est-à-dire des mouvements quand même sur plusieurs secondes de tout le corps d'un robot humanoïde, ça demande énormément de tests de collision, typiquement. Parce que tout le long de la trajectoire, on va devoir échantillonner et tester pour chaque polyèdre qui compose géométriquement le robot, est-ce qu'il est en collision, oui ou non, avec les obstacles de l'environnement. Et ça, c'était une des choses qui nous prenait, enfin, c'est la chose qui nous prenait le plus de temps, c'est les tests de collision, quand on essayait de le faire de manière rapide. Et c'est quelque chose d'assez classique, en fait, en planification de mouvement, même au-delà de la robotique humanoïde. Énormément de temps est passé dans les tests de collision. Donc, on a voulu explorer des idées pour accélérer ce processus. Et une première idée, ça a été de tenter de construire des approximations du volume balayé par le robot qu'on calculerait hors ligne. Et
pourquoi ça pourrait être utile? Eh bien, si on savait à l'avance qu'une séquence de quelques pas, si on avait directement une représentation du volume qui va être balayé par le robot, en fait, on peut tester les collisions en une fois et non pas faire des échantillonnages le long d'une trajectoire. Et ça, si ce volume balayé est représenté d'une manière efficace, ça peut grandement accélérer ce temps passé à faire des tests de collision. Le problème qu'on a eu avec ça au départ, c'est que un pas, en fait, est paramétré dépend de beaucoup de paramètres, surtout si c'est un pas dynamique. Notamment, on se doute bien qu'il dépend du pas précédent. Si vous êtes en train d'avancer, le pas que vous allez faire ensuite va être assez différent dynamiquement du pas que vous auriez fait le même, c'est-à-dire au niveau de la séquence de pas, c'est-à-dire séquence de position sur le sol de vos pieds discrètes. Eh bien, la même séquence va donner lieu à des trajectoires différentes selon que vous démarrez un mouvement ou continuez un mouvement alors que vous étiez en train d'aller vers l'avant ou changez subitement de direction. En fait, tout ça, ça va avoir des influences sur la trajectoire de votre centre de masse notamment, mais pas que. C'est également vrai sur par exemple, la quantité de mouvement latéral que vous allez faire ou même la trajectoire de votre pied. Et ça pose problème parce que si on veut construire des approximations de volume hors ligne, si ça dépend de trop de paramètres, en fait, on va vite avoir une malédiction de la dimensionnalité et beaucoup trop de volume balayé potentiel à construire. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est une manière de réduire très drastiquement le nombre d'approximations de volume balayé dont on a besoin pour appliquer cette méthode. Et pour ça, on passera par une décomposition en demi-pas, mais j'y viendrai plus tard. Je vais reparler très brièvement des bases de la marche humanoïde ou de la marche tout court d'ailleurs, même si je pense que la plupart d'entre vous ici savent de quoi je parle. Donc ici, je vais vous montrer un pas. Donc vous voyez, j'espère qu'on voit ma souris. Ouais. Ici, on voit ce que le robot va faire. On voit la souris. Super. Et notamment, on va voir les zones de contact au début. Donc ça ne correspond pas forcément à ce pas-là, mais au début, par exemple, le robot est uniquement sur son pied gauche. C'est le seul qui touche le sol. Ensuite, quand il pose le pied, on a cette zone-là qui correspond à l'enveloppe convexe des points de contact entre le robot et le sol. Et pourquoi ça c'est important? C'est parce qu'il y a une notion qu'on appelle soit, alors dans le cas du sol plat, c'est équivalent, soit le Zero Moment Point, ZMP, ou centre de pression, COP ici. Et ce qu'on sait, c'est que le centre de pression, à tout moment, il est quelque part dans cette zone, d'accord, dans l'enveloppe convexe des points de contact. Et en général, une manière très classique de planifier des mouvements de marche, c'est de partir de cette trajectoire-là, de cette trajectoire du centre de pression ou du ZMP. Pourquoi? Parce qu'on sait à peu près ce qu'elle doit faire, cette trajectoire-là, pendant la marche. Quand on est en phase de simple support, elle est à l'intérieur de cette empreinte-là. Et ensuite, on sait que les phases de double support sont très brèves. Okay, on reste peu de temps en double support. On va vite arriver à ça. Donc, pendant la phase de double support, ce qui est nécessaire de faire, c'est de faire transitionner très rapidement le centre de pression du pied gauche ici vers le pied droit pour qu'on puisse soulever le pied gauche en ayant le centre de pression à l'intérieur de cette empreinte-là, etc. Donc, ça donne des mouvements ici qu'on va planifier en premier. C'est les mouvements du ZMP en mauve. Et ensuite, on va en général, alors parfois on utilise un modèle simplifié dynamique du robot, c'est probablement ce qui est fait le plus fréquemment. On va ensuite décider la trajectoire compatible du centre de masse, compatible avec cette trajectoire de ZMP, pour finalement obtenir une trajectoire du corps entier du robot. Okay. Ici, on voit que effectivement la trajectoire du centre de masse va dépendre des pas précédents. On voit que, par exemple, ici, un grand pas a été fait, et si le robot était immobile, on ne pourrait pas avoir eu cette transition très rapide du centre de masse
vers le pied. Okay. Donc, une première idée, une première restriction qu'on peut faire pour réduire le nombre de volumes balayés à approximer, c'est de dire, OK, on va commencer par supposer que tous les pas se font à transition de vitesse nulle. Okay. Et pourquoi on a envie de faire ça? C'est parce que, comme je l'ai dit dans le cas général, si le pas dynamique dépend non seulement de sa géométrie, mais en plus du pas précédent, on va avoir au moins 10 paramètres pour entièrement définir ce pas, qui sont les positions et orientations initiales et finales du pied qui est en mouvement. Okay. Ça fait 6. Mais en plus, la vitesse en X et Y ici, du centre de masse, à la fois au début du pas et à la fin. D'accord? Donc ça, ces 4 dimensions-là supplémentaires qui font qu'on passe à 10. C'est beaucoup trop. On aurait vite des centaines de milliers de passes potentielles à considérer. Donc on va vouloir déjà se séparer de ces 4 dimensions-là en disant que au début et à la fin de chaque pas, on s'arrête à vitesse nulle. Okay. En plus, ce qu'on va faire dans la méthode proposée, c'est qu'on va considérer des pas où le pied qui est en mouvement va exagérer sa trajectoire verticale. Donc, en fait, on va essayer de maximiser notre capacité à éviter des obstacles. Je fais une petite parenthèse ici pour dire que la plupart des méthodes que je vais présenter aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de réussir à éviter des obstacles qui seraient sur le sol. D'accord? C'est un des atouts principaux de la marche bipède, c'est qu'on peut enjamber des obstacles, contrairement à la locomotion à roues. Et donc, on va essayer de l'exploiter au maximum et de considérer en particulier le besoin d'éviter des obstacles qui se trouvent sur le sol, des petits obstacles sur le sol. D'accord? Donc, dans le temps de la planification, on va exagérer le mouvement vertical du pied. Okay. Et ensuite, ce qu'on va faire, donc je présenterai la manière dont on le fait après, c'est que à l'exécution, bien sûr, on ne veut pas avoir un robot qui exagère à chaque fois avec son pied en mouvement en le mettant le plus haut possible. Donc, on va devoir lisser les trajectoires, mais uniquement à l'exécution. Et pour cela, on va utiliser une recherche dichotomique. En gros, en quelques mots, on part de la trajectoire qui exagère, puis, par exemple, on réduit la hauteur de moitié. On regarde si on a toujours une collision. Si on a toujours une absence de collision. Si c'est le cas, on réduit encore de moitié. Quand c'est plus le cas, on s'arrête juste avant. Enfin, on réduit d'un quart, etc. Enfin, tout le principe d'une recherche dichotomique. Mais je montrerai plus concrètement ce que ça fait. OK. Une des limites de ça, je vais en parler, c'est que bien sûr, au moment de la planification, si on se contraint à des mouvements de pas qui ont une vitesse nulle au départ et à l'arrivée, là, on ne va pas pouvoir trouver en tout cas des séquences de franchissement pour des obstacles qui nécessitent vraiment quelque chose de dynamique. Donc, par exemple, j'ai mis les sauts, mais il y a aussi les couloirs étroits. En fait, dans un couloir étroit, on a besoin de garder une certaine vitesse avec le robot pour ne pas faire des mouvements latéraux excessifs qui pourraient aller taper à gauche puis à droite. Okay. Mais je veux quand même préciser que le fait qu'on oblige à avoir une vitesse nulle au début et à l'arrivée, ça ne veut pas dire que c'est des mouvements quasi statiques. Okay. Beaucoup de travaux planifient d'abord des mouvements quasi statiques, et là c'est encore pire. En fait, on a le centre de masse du robot qui peut toujours bouger à vitesse nulle. Ce que ça requiert, c'est de faire des très petits pas, d'accord, puisqu'on va devoir garder les pieds au sol pendant toute la transition du centre de masse d'une empreinte à l'autre. Et alors que là, nous, en simplement se restreignant à des vitesses nulles à certains endroits clés du mouvement, on a quand même une dynamique dans le pas, qui est légèrement nulle. OK. J'ai parlé de transition à vitesse nulle entre les pas. Maintenant, je vais parler d'une transition à vitesse nulle, même au milieu de chaque pas.
en fait, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des demi-pas pour transiter vers une situation. Donc ici, on voit un pas où le pied droit va bouger. En fait, on va s'arrêter au moment où le pied droit est le plus haut possible, et rester en équilibre comme ça sur un pied. Et ça va définir un demi-pas. Et donc un pas, on va le considérer comme une séquence de 2 demi-pas. D'abord, on monte la jambe, puis ensuite, on la redescend. C'est encore un petit peu plus contraignant du point de vue dynamique, mais ça va nous permettre de réduire encore plus le nombre de paramètres qui est requis pour définir nos briques de base, disons, des trajectoires de pas. Donc là, je montre ce qui se passe concrètement. Le robot va lever sa jambe droite, puis rester en équilibre, puis descendre sa jambe, puis passer un pas sur le pied de support gauche, et là, il va faire sur le pied de support droit, il va lever sa jambe gauche, rester en équilibre, etc. Et on aura des connexions ici qui se font à vitesse nulle. Donc le robot aura ici une vitesse nulle, ici une vitesse nulle, ici une vitesse nulle, ici une vitesse nulle. D'accord? D'un point de vue de planification, ce n'est pas forcément aberrant. Par contre, évidemment, au moment de l'exécution, on ne veut absolument pas voir ça sur notre robot. Donc là, je vais vous expliquer comment, une fois qu'on a planifié cette séquence-là, on peut en ligne l'accélérer très nettement. Donc ici, je reprends l'exemple d'un pas. On est sur le pied gauche, le pied droit va avancer. Ici, on a une étape où on est à vitesse nulle quand le pied droit est tout en haut de sa trajectoire. Et là, en rouge, vous avez la trajectoire du centre de pression qui va passer très brièvement, comme vous le voyez, du pied droit, du centre. Ici, on a supposé qu'il est au centre pendant qu'on est en phase de double support. On va rapidement transitionner vers le pied de support gauche, puis revenir au centre lorsque les deux pieds sont au centre. Et ça nous donne une trajectoire de centre de masse qui ressemble à ça. D'accord? En fait, il y a une manière très simple d'utiliser une dichotomie pour lisser cette transition-là. C'est de décomposer cette phase où on voit qu'on a deux transitions rapides du centre de masse. On va la considérer comme deux mouvements. Ici, on aurait le mouvement où on resterait éternellement comme ça avec la jambe en l'air. Donc on peut supposer que ce mouvement total-là, c'est en quelque sorte la combinaison ou la somme de ces deux mouvements-là. Alors, il se trouve que dans de nombreux modèles dynamiques simplifiés, le lien entre le mouvement du centre de masse et du ZMP est linéaire, ce qui permet de faire directement une addition. Mais je vais me placer dans un cadre plus général, donc oubliez ces équations, ce n'est pas nécessaire d'avoir ces équations. L'important, c'est de faire une recherche dichotomique dans laquelle on peut, par exemple, réduire d'un seul coup très grandement la durée de la transition. Donc, on va avoir une nouvelle trajectoire du ZMP qui va mener à une nouvelle trajectoire du centre de masse. Et ici, vous voyez qu'elle est déjà meilleure dans le sens où le centre de masse ne va plus jamais s'aligner avec le pied de support. Et ça, c'est important pour avoir des trajectoires de pas où le robot ne fait pas excessivement des mouvements latéraux. Et on voit que quand on réduit encore plus la transition, la trajectoire du centre de masse sera encore plus lisse. Et donc, en fait, contrôler ce delta t ici peut se faire par une recherche dichotomique où simplement on essaye cette valeur-là, on se demande est-ce qu'il y a maintenant une trajectoire, est-ce qu'il y a maintenant une collision avec l'environnement? Sinon, eh bien, on continue encore plus. Et au moment où on obtient et en fait, progressivement, en très peu d'essais, on arrive à trouver la valeur de ce delta t-là, la plus optimale pour ne pas encore toucher les obstacles, mais avoir quand même un pas relativement fluide. D'accord? Donc, visuellement, ce que ça va donner, c'est qu'on a un robot sur lequel on a fait une planification où ici, la jambe gauche est très haute. D'accord? Mais en fait, grâce au lissage par dichotomie, on va réduire en fait à la fois la hauteur de ce pied-là et aussi augmenter la fluidité du pas.
Je vous montrerai après ce que ça donne en termes de résultats. Alors, ça c'est juste pour dire que tout le corps peut être pris en compte durant cet ajustement et que comme c'est des dichotomies, il y a assez peu d'essais à faire. Et voilà, là je ne rentrerai pas non plus en détail, mais en fait en utilisant des demi-pas, ce qu'on a vraiment gagné, c'est le nombre de paramètres qui caractérisent les blocs de base de nos mouvements. En l'occurrence, il n'y a que 3 paramètres pour caractériser à la fois les demi-pas, on va dire montants, ceux où on monte la jambe, et les demi-pas descendants, puisque en fait, il suffit, si on suppose qu'on met toujours le pied dans la même configuration, il suffit de connaître, par exemple pour un demi-pas montant, la position et l'orientation initiale du pied ici droit par rapport au pied de support gauche. Okay, donc ça, c'est une grille qui considérait un peu toutes les valeurs possibles qu'on a prunées pour obtenir des demi-pas acceptables ici, qu'on voit là. Et ça nous permet de construire hors ligne des volumes balayés approximés qui montrent, alors ici juste pour la partie basse du robot, mais qui montrent une représentation compacte et efficace de toute la trajectoire que vont balayer les jambes du robot pendant ce demi-pas-là. Et en fait, il suffit de les séquencer, toutes ces approximations de volume balayé ici, pour ensuite très rapidement tester si oui ou non, dans un environnement donné, on est en collision. Et ça, on va le combiner avec une méthode classique de planification de mouvement qui est basée sur de l'échantillonnage pour rapidement pouvoir tester des premières trajectoires, pour pouvoir rapidement tester des plans et trouver des plans initiaux qui évitent les obstacles. Et ensuite, une fois qu'on les joue en ligne, on va lisser tous les obstacles. Okay, donc, je vais vous montrer les résultats que ça donne. Ici, c'est sur HRP2. Ah, voilà. J'espère qu'on voit. N'hésitez pas à m'interrompre ou à me dire s'il y a quelque chose qui est... Mais pas de problème, on voit bien la vidéo. Ok, super. Donc là, c'est l'application de la méthode et on va voir que HRP2 ici, par exemple, ne fait bien sûr pas des pas exagérés, alors que dans sa phase de planification, il a prévu des pas qui montaient tout le temps très haut. Et même quand il enjambe les obstacles ici, il le fait sans avoir sa jambe qui exagère trop au niveau de la hauteur, alors que chaque pas voilà, est planifié de manière exagérée au départ. Donc on voit que le lissage par dichotomie est très efficace pour obtenir des pas assez fluides et naviguer dans une zone ici très contrainte. Okay. Donc du coup, on a pu mettre en œuvre ce qui était notre objectif principal, qui était de faire de la planification de pas en temps réel. Donc on voit ce que ça donne. Ici, on a des pas qui sont planifiés selon le mouvement d'obstacle ici dans l'environnement. Donc là, on ne voit pas encore, il ne bouge pas beaucoup, mais normalement, ça va bouger bientôt. Donc même quand le robot commence à exécuter une planification, le fait que les obstacles bougent lui permet de continuer la planification et de garder en fait une trajectoire qui s'adapte en fait au mouvement des obstacles dans l'environnement. Et là, on va voir, ça va bientôt s'arrêter. On va voir en fait quels sont les volumes qui ont été utilisés pendant cette planification-là. Je peux aller un peu plus vite. Il me semble que c'est là. Voilà, vous voyez ici les volumes qui avaient été considérés. Alors vous voyez que sur tous les pas, la jambe ici qui est en mouvement va très haut. D'accord. Mais ce n'est pas le cas une fois qu'on a fait le lissage en temps réel. Donc ça montre un peu ce qui a été fait en simulation qu'on a appliqué sur un cas en ligne, où bien sûr ici, pour simplifier, on a utilisé de la motion capture pour voir le positionnement de tous les obstacles. Donc là, c'était simplement un mouvement de chaise, mais on peut réussir des choses un petit peu plus compliquées avec ici le mouvement d'une barre, et on a le robot qui s'adapte assez rapidement. Donc il est en fait
du fait des marges qu'on utilise, c'est assez difficile d'enjamber complètement ce genre d'obstacle. Donc le robot est obligé de faire une séquence de quand même beaucoup de pas pour se retrouver, non pas en face, mais légèrement en biais pour pouvoir vraiment faire son utilisation. Et là, vous voyez, il a utilisé vraiment ses pas les plus grands possibles pour faire le franchissement. Donc vraiment, l'objectif, donc là je vous mets les références, l'objectif de cette méthode-là, c'est vraiment d'aller très vite sur la partie test de collision. Okay. Et si on voulait aller plus loin aujourd'hui, je pense qu'une voie possible, ce serait d'essayer d'apprendre complètement à prédire les collisions entre des portions de trajectoire planifiées et l'environnement, sans passer par la réduction de dimensionnalité avec des demi-pas. Parce que ça a été fait dans l'objectif de permettre un calcul raisonnable hors ligne, mais je pense que voilà, depuis l'année, enfin, ça a été fait, on va dire, en 2010. Depuis, il y a eu beaucoup de progrès en termes d'efficacité de l'apprentissage, notamment. Et donc, on peut tenter de s'attaquer à des problèmes qui ont un plus de dimensionnalité en espérant avoir quand même des réponses efficaces. On pourra en rediscuter, mais je pense que ce serait une manière de s'améliorer dans cette direction. Je vais passer à la deuxième méthode. J'essaye de rester dans les temps. Il y a une transition. Oui. S'il y a le temps. Oui, bien sûr. N'hésitez pas. Tu as parlé de marge. Est-ce que la méthode permet de prendre en compte des incertitudes sur la nature du sol ou même le modèle du robot? Oui, en fait, là, on utilisait des marges empiriques. Donc, effectivement, le robot, en plus de tout ça, bien sûr, quand on exécute la trajectoire, ce n'est pas une exécution en boucle ouverte. On a un contrôleur de corps complet qui est ajouté à ça et qui va essayer de garder le robot le plus proche possible de sa trajectoire de référence, mais il y a forcément des perturbations. Évidemment, elles sont liées soit au sol, donc par exemple au coefficient de friction, des fois on a le pied qui glisse un peu quand on fait des grands pas, soit ça peut être dû à des petites perturbations d'équilibre. Donc, comme on diffère toujours très légèrement de la trajectoire, une manière standard, c'est d'augmenter légèrement la taille d'une certaine marge pour chaque volume approximé considéré. C'est pour ça que vous avez vu dans la dernière vidéo, quand on l'exécute sur le vrai robot, et évidemment, il lève son pied beaucoup plus que nécessaire pour passer ce qui semble être un petit obstacle, mais qui est en fait un obstacle en quelque sorte agrandi par la méthode. Voilà. Après, c'est fixer vraiment des marges de manière empirique, et je pense que c'est très dur de ne pas les fixer de manière empirique. Presque par définition, toutes les marges qu'on considère, c'est empirique. Moi aussi, peut-être j'aurais une question sur un truc que oui. je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, en fait, parce que la dichotomie dont tu parles, elle permet de jouer sur à quel point le mouvement, finalement, va être dynamique. Parce que, oui, c'est ça. Donc, sur à quel point le mouvement va être dynamique, mais ça, c'est quand même indépendant de la hauteur à laquelle tu lèves le pied, non? Non, ça pourrait, mais en fait, on couple les deux. C'est-à-dire qu'en fait, selon le temps alloué au pas, on ne peut pas de toute manière très rapidement lever le pied si on a un pas qui est rapide. Donc en fait, on couple vraiment ces deux grandeurs. Okay, en fait, pour un pas rapide, on oblige le pied à ne pas être haut. Okay, et donc, en même temps qu'on lisse dynamiquement le pas, la hauteur de la transition est réduite. Okay, donc les tests de collision se font à la fois sur la vitesse accélérée du pas et la réduction de la hauteur du pied. Donc il y a deux effets de bord en fait. Il y a le fait que le ZDMP, la trajectoire du COM soit plus ou moins exagérée sur le côté. C'est ça. Et la hauteur du pas. Et ça c'est dans le même... Parce qu'en fait, en vrai, la trajectoire du pied de vol, elle reste quand même hyper arbitraire, non? Dans ce genre de... Oui, on pourrait les avoir découplés. Ça ferait peut-être une double dichotomie. Ce ne serait pas très grave. Mais là, vraiment, dans ces travaux-là, on a choisi de la coupler en assignant une hauteur particulière selon la vitesse du pas. En fait. Ok. Et on est d'accord aussi que du coup, l'endroit où on pose les pieds, c'est encore un autre problème.
Par contre, l'endroit où on pose les pieds, lui, est entièrement déterminé par la planification. Donc, il n'y a pas de restriction de ce point de vue-là, en fait. Comme on a du coup, ici, on a une bibliothèque de demi-pas, on peut utiliser toute cette bibliothèque-là au moment du planning pour trouver une séquence de demi-pas successifs qui passent à travers les obstacles. Ok, mais attends, mais c'est pas la dichotomie qui planifie Non, l'endroit. Voilà, d'accord, c'est ça que je veux dire. La dichotomie n'a pas d'effet sur l'endroit des ouais, pas. c'est encore un autre problème, c'est-à-dire qu'il faut déjà résoudre le problème parce que tu vois, là, tu disais que c'est pas trivial, le robot est tourné pour pour réussir à enjamber avec un certain angle, etc. Ouais. Et ça, comment c'est fait du coup? Ça, c'est fait parce que, en fait, comme on a utilisé des marges sur ces volumes-là, il se trouve que même en faisant des pas vers l'avant, on n'a pas tellement la place, comme ils ont été un peu augmentés pour justement avoir une marge, on n'a pas tellement la place de mettre une barre. D'accord? Alors qu'ici, on voit un pas où on va avoir une différence entre l'orientation du pied droit et du pied droit et du pied gauche. Et ça permet de faire un long pas qui enjamberait une barre qui serait un peu en diagonale. Donc typiquement, pour en pratique réussir à enjamber, le robot s'est mis légèrement en diagonale pour exploiter ce phénomène-là, que si la barre est en diagonale, il peut plus facilement la franchir que s'il essaye de la franchir de face. Mais ça, c'est dû aux capacités limitées du robot et au fait d'avoir pris des marges pour ne pas avoir des collisions en ligne. Ok, mais peut-être que je reformule ma question. C'est plutôt la dichotomie dont tu as parlé, elle permet, une fois que tu as fixé là où tu vas poser les pieds, de jouer sur la géométrie du pas pour toucher plus ou moins des obstacles. Voilà. Par contre, ça veut dire que c'est déjà figé, l'endroit où on va poser les pieds au sol. Oui, la séquence des endroits où on va poser les pieds au sol, elle a déjà été déterminée par un autre algorithme. C'est ça que je veux dire. Oui, la séquence, elle est déterminée par cet algorithme-là, celui qui essaye de trouver une suite de positions de demi-pas, où bien sûr, il faut qu'elles correspondent. C'est-à-dire que le demi-pas suivant ça, il faut qu'il parte de la même configuration, etc. Donc, le planning va déterminer la séquence des empreintes de pas de manière figée. Elle ne va plus être changée au moment du lissage. Le lissage va seulement modifier la trajectoire du corps complet du robot et la trajectoire du pied qui est en mouvement. Mais vraiment, il va avoir besoin de démarrer au même endroit à chaque fois. Et ça, c'est ce qui permet aussi quelque part de ne pas refaire de la planification d'empreintes de pas. On l'a fait une fois pour toutes. Et pourquoi on a le temps de faire ce lissage? C'est parce qu'en fait, on n'a plus qu'une seule trajectoire considérée. Alors qu'au moment du planning, il faut créer un arbre de plein de trajectoires possibles avec plein de successions de pas différentes. Donc, une fois qu'on a figé les empreintes, là, on peut, une seule fois en ligne, utiliser une petite dichotomie pour lisser et améliorer la géométrie et la dynamique des pas. Ok. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair, mais sinon, je peux continuer à répondre aux questions. Peut-être on peut continuer sur la présentation. Hein. On peut revenir. Ouais. Merci. Et donc, je vais passer à la partie 2, où là, en fait, on va repartir d'un souci qu'on a eu avec justement le travail précédent, qui était que les séquences de demi-pas elles-mêmes, donc en gros la planification des empreintes de pas, on a eu du mal à trouver des algorithmes vraiment adaptés pour la faire. On essayait quand même de faire croître des arbres avec plein de possibilités pour éviter de différentes manières les obstacles. Et en fait, on est arrivé à trouver que le plus efficace, ça a été d'adapter un algorithme très classique, RRT, Rapidly Exploring Random Trees, qui lui est adapté normalement à de la planification de mouvements continus. Et nous, on a essayé de l'adapter pour faire un mouvement qui est hybride, dans le sens où on va planifier des séquences de contacts disjoints. Cette adaptation-là, elle avait des défauts, elle n'était pas parfaite. Donc on s'est posé la question, comment est-ce qu'on pourrait faire complètement disparaître l'aspect discret des séquences de pas? Et est-ce que c'est possible et est-ce que ça nous amène à un avantage? La réponse est que oui, c'est possible, mais ça amène à la fois à des avantages et à des difficultés dont je vais parler. Et je vais commencer par illustrer ce problème-là par un problème joué très simple, c'est la planification de sauts de puce. Alors on va s'imaginer qu'on est en 2D, on a des obstacles, un point objectif,
Et ça, c'est notre puce. C'est un point dans l'espace 2D. La puce, elle peut faire des sauts dans toutes les directions qui ont pour taille L max, cette longueur-là. D'accord? Et l'objectif, c'est de trouver une séquence de sauts qui amène la puce de sa position initiale jusqu'à la position finale, en respectant les contraintes de taille maximale des sauts. Okay, donc là, j'ai montré une séquence qui va effectivement jusqu'à l'objectif. Alors maintenant, je vais considérer, une fois qu'on a trouvé cette séquence qui va jusqu'à l'objectif, je vais considérer le mouvement continu d'un disque, cette fois-ci de diamètre L max, okay, qui va bouger en translation selon chaque segment qui est défini par les sauts de la puce. Okay, donc vous voyez, là, je le fais aller de manière continue d'une configuration à l'autre jusqu'à la fin. Okay. Ça détermine un mouvement continu de ce disque-là. En fait, on va pouvoir démontrer un théorème, ça se fait assez simplement, je ne vais pas le faire là, mais un théorème d'équivalence en utilisant une notion de collision un petit peu inhabituelle pour ce disque-là. On va dire qu'il est, bon, je vais garder la terminologie anglaise, le terme anglais, je vais dire qu'il est weakly collision free si jamais, non pas il est entièrement en dehors des obstacles, mais si jamais au moins un point du disque est en dehors des obstacles. Okay. Bien, il se trouve que quand on a une séquence de sauts discrets de la puce, on peut toujours trouver, et il suffit de faire dans la manière que j'ai mentionné juste à présent, on peut trouver une séquence, un mouvement continu de ce disque-là qui va toujours être weakly collision free. D'accord? C'est-à-dire, il y a toujours tout moment dans cette trajectoire-là, au moins un point dans le disque qui est hors des obstacles, et un disque, ben, c'est le point qui correspond à la configuration de la puce, par exemple. Okay, ça, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'inverse. La réciproque est vraie, c'est-à-dire que si on trouve un mouvement continu quelconque de ce disque-là, on peut toujours le transformer, et de manière assez simple par un algorithme gourmand, en une séquence de sauts de puce valide qui va de la configuration initiale du disque jusqu'à la configuration finale du disque. D'accord? Il y a vraiment cette équivalence. L'existence d'une séquence de sauts est équivalente à l'existence d'un mouvement continu du disque dans lequel on a changé la notion de collision en weakly collision free. Okay? Et c'est effectif, on peut les construire tous les deux. Donc en fait, en partant de ça, on peut construire pour des robots, toujours dans un cas pour l'instant 2D, et des formes un peu plus complexes qui vérifient les mêmes propriétés. Et en ce sens, on peut transformer complètement le problème de planification de pas 2D en un problème de planification continue dans lequel on a modifié la notion de collision. Alors, je vais être assez bref parce qu'il faudrait beaucoup de détails pour expliquer comment on obtient ces formes-là, mais par exemple, c'est assez quand même intuitif ici. Voilà pour un hexapode ce qu'on peut obtenir. Alors, ça restreint un tout petit peu ses capacités par rapport à la réalité, mais on peut montrer que si on prouve dans un environnement 2D qu'on a une trajectoire continue de cette forme-là, d'accord, à la fois en translation et en rotation, qui est tout le temps weakly collision free. Alors, weakly collision free, ici, c'est pour une autre définition. Il faut toujours qu'il y ait au moins deux des disques de chaque côté, qui est un point hors des obstacles. Voilà. En fait, on va pouvoir de la même manière traduire le mouvement continu en un mouvement ensuite transformé en une séquence de position des pieds pour cet hexapode ici. Et ça marche aussi pour un humanoïde. Alors ici, il faut s'imaginer que c'est, voilà, on va supposer que les pieds, ils sont toujours de telle sorte que le centre du pied, eh bien, le pied gauche, le centre du pied est dans cette portion de disque-là, le pied droit est dans cette portion de disque-là, avec des orientations qui respectent certaines marges, d'accord? Et pareil, on peut planifier le mouvement continu de cette forme-là, et ensuite le traduire en un mouvement, en une séquence discrète
d'empreintes de pas. Okay. Donc là, on l'a fait dans un premier temps. Je vais montrer dans un premier temps une application à la planification de pas pour un robot humanoïde, où on a combiné un petit peu les deux approches, celle-là et la précédente. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser ici des boîtes englobantes pour les pieds. Pardon, et on va essayer de planifier des séquences de position pour ces boîtes englobantes-là. Et là, pareil, le robot exagère ses pas de telle sorte qu'il sort verticalement de chaque boîte. Okay. Donc, en dessous de cette hauteur-là, le robot ne sort jamais des boîtes. Du coup, on peut utiliser simplement les tests de collision de ces boîtes-là pour planifier un mouvement du robot qu'ensuite on va lisser avec la même dichotomie que tout à l'heure. Okay. Donc ça, je ne reviens pas puisque c'est vraiment la même dichotomie. On a le mouvement qui est d'abord exagéré dans la phase de planning, puis il est lissé progressivement. Alors ça va vous montrer des résultats, pardon, ça doit vous montrer des résultats sans des obstacles verticaux. Donc on a simplement imaginé un câble sur le sol et on voit la forme qui se déplace et le robot qui ensuite traduit ce mouvement continu en une séquence de pas. Alors vous avez pu voir un peu, il y a des petites subtilités par rapport à ce que j'ai montré. C'est une forme qui a plus de capacité puisque elle peut continuellement se déformer de chaque côté. Ça, c'est simplement une subtilité pour augmenter augmenter la fidélité de cette forme-là par rapport aux capacités réelles de marche de ce robot-là. Ici, ça n'a pas été planifié de manière kinodynamique, c'est-à-dire qu'on autorise des mouvements latéraux. Ça donne des séquences de pas qui ne sont pas forcément naturelles, mais ici, ce n'était pas forcément l'objectif. C'est plutôt une preuve de concept. Et ici, c'est la méthode avec boîte englobante. Donc, on va se focaliser d'abord sur cette partie-là, où on a le robot qui va effectivement planifier en premier un mouvement très exagéré avec des boîtes englobantes en bas. Okay, on utilise aussi une boîte englobante pour le haut du corps pour éviter des obstacles grands comme celui-ci. Donc, on voit qu'il exagère, mais ici, à l'exécution, donc là, il doit, par exemple, rejoindre cette zone-là. On voit qu'il fait des mouvements qui ont été lissés, c'est-à-dire qui ont plus de vitesse, de fluidité et une hauteur moins exagérée pour chacun des pieds en mouvement. Ici, c'est une version accélérée. On voit à chaque fois que le robot est capable en temps réel de retrouver rapidement des séquences de pas pour aller à l'objectif. Et vraiment, ce qu'on gagne avec cette méthode-là, c'est qu'on n'a plus besoin d'adapter notre algorithme RRT. En fait, on peut l'appliquer tel quel. On a juste à modifier la notion de collision. Il va nous trouver un chemin continu pour ici cette forme-là. Et nous, en fait, on va faire le travail de transformer ce chemin continu-là en une séquence de pas. Et ce qui est pas mal, c'est qu'avec les preuves qu'on a, on est sûr que ça marche. C'est-à-dire que du moment qu'on a trouvé un chemin continu, on a prouvé par avance qu'on est capable de le transformer en une séquence de pas qui va fonctionner. Ça permet de ne pas avoir à faire du backtracking, de ne pas avoir à d'abord trouver une planification continue et ensuite de se dire, mince, en fait, ça ne marchait pas et on ne trouve pas de séquence de pas, il faut recommencer. Là, on n'a pas à faire ça grâce à ce théorème. OK. Enfin, je vais montrer des résultats avec un autre robot, c'était au DLR en Allemagne. Donc ici, c'est une version simulée, où on a vu un obstacle surgir. Alors, la manière dont je le fais, je remontre. En fait, ici, en vert, on a ce que l'on appelle le dernier pas non modifiable. C'est-à-dire que le robot, en permanence, va modifier, selon l'environnement, toute la suite de pas, mais il ne modifiera jamais tout ce qui amène jusqu'au pas vert. Donc, on suppose qu'il n'a pas de dynamique suffisante pour changer son pas en cours de route. Et ça, on a été capable de le faire en ligne avec un robot en utilisant ici une caméra de la stéréovision pour observer un champ de profondeur qui détermine les obstacles. On voit ici dans son champ de vision-là que les obstacles apparaissent et qu'il est capable de planifier en temps réel une séquence de pas qui va éviter ces obstacles. Alors évidemment, on est loin de la rapidité, par exemple, d'un être humain, mais il faut voir que ça reste un problème, le fait d'utiliser séquentiellement un algo de planning et ensuite des vérifications online. Mais grâce à ce qu'on fait, quand même, on arrive à être relativement rapide et à faire en moins d'une demi-seconde
des planifications de séquences de pas. Ici, on a la même chose avec un hexapode. Donc, en fait, on a simplement trouvé une séquence qui allait tout droit pour la forme et ensuite on l'a transformée en des pas avec l'hexapode. Ce qui est vraiment intéressant avec cette méthode, surtout pour un hexapode, en fait, c'est assez compliqué de faire des patterns de locomotion pour un hexapode. Ici, on n'a pas du tout besoin de réfléchir à ça. En fait, une fois qu'on a la forme adaptée, il suffit de trouver un chemin continu qui traverse l'environnement et ensuite, automatiquement, on va trouver des pas qui n'ont pas vraiment quelque chose d'organisé. C'est-à-dire, peut-être qu'on aura plusieurs fois de suite la patte arrière gauche qui va bouger. Et ça, c'est fait de manière assez flexible. Ici, je ne suis pas rentré dans les détails, mais avec des cylindres, en fait, on pouvait transformer le problème 2D en un problème 3D et monter des zones ici en bosselet. Là encore, je ne rentre pas dans les détails. J'essaie de présenter plusieurs choses assez brièvement et peut-être qu'on aura le temps d'en discuter plus tard. Ok. Ça, c'est quelque chose dont je ne vais pas avoir forcément beaucoup de temps de discuter. En fait, je me pose la question quand même de comment améliorer cette approche, sachant que le gros problème de cette approche, qui est basé sur un théorème, c'est l'obtention du théorème pour des formes de robots différentes. En fait, c'est vraiment pas trivial de trouver la bonne forme qui va évoluer continuellement par rapport à un robot donné. Okay. Donc ça, ce serait bien de pouvoir l'automatiser, peut-être en relâchant le théorème et en le faisant de manière voilà, peut-être un peu plus empirique. Je voudrais juste parler d'un travail qui n'est pas du tout de moi, mais qui est récent et qui utilise une approche légèrement similaire, plus moderne, dans le sens où là, les empreintes de pas, elles sont obtenues par la résolution d'un problème d'optimisation de forme MIP, Mixed Integer Programming. Okay. Mais ce qu'ils ont montré dans ces travaux, donc vous avez la référence ici si ça vous intéresse, je ne vais pas en parler à leur place. Je pense que le mieux c'est voilà, de regarder directement l'application. Mais en fait, ce qu'ils utilisent aussi, c'est en premier de la planification continue. Ici, on a la zone supérieure du robot et en bas, on peut voir un peu dans la même veine que ce que j'ai présenté. En fait, ici, c'est des zones accessibles par le robot et ce qu'ils essayent de faire, c'est de trouver un plan continu dans lequel, à tout moment, cette surface de reachabilité-là, enfin d'accessibilité-là, est en contact à la fois pour la jambe gauche et pour la jambe droite avec des surfaces sur lesquelles on peut prendre appui. D'accord ? Et si on trouve un mouvement continu tel que tout le long du mouvement continu, on a ces contacts avec au moins une surface de l'environnement, alors on commence la résolution du problème MIP du coup, en ayant vraiment contraint pour chaque empreinte, parce qu'il faut savoir que dans ce problème MIP, chaque empreinte est une variable d'optimisation, et bien on contraint les surfaces auxquelles peuvent appartenir chacun de ces empreintes. Par exemple, la 10e empreinte sera contrainte par cette intersection ici à peut-être soit être sur cette surface-là, soit être sur cette surface. Donc là, on voit le même genre d'idée plus moderne qui adapte, une planification continue et la planification discrète des pas. Le petit souci qu'il y a encore avec ça, c'est que ici, comme il n'y a pas du tout de théorème, il n'y a rien qui indique que quand on a trouvé ce chemin continu-là, on est sûr de pouvoir trouver une séquence de pas. Peut-être que c'est impossible et on va s'en rendre compte via la résolution du problème MIP. Le problème, c'est que ça prend peut-être une demi-seconde et qu'on n'a pas le temps de backtracker énormément. Donc, dans un environnement beaucoup plus dense en obstacles, ce genre d'approche continue à avoir des problèmes et, à mon avis, il serait bien de trouver quelque chose d'intermédiaire qui peut inclure cette planification continue sans perdre trop d'un côté et sans contraindre trop de l'autre. Voilà, et j'ai que quelques minutes, désolé, je pensais que ça irait un peu plus vite, pour parler de la troisième partie, qui est une approche de heuristique pour le recouvrement d'équilibre que j'ai fait en 2013 avec le robot Coman, qui ressemblait à ça à l'époque. Maintenant, il s'appelle Walkman et il ressemble à ça, donc vous voyez qu'il y a du chemin qui a été parcouru. Ce robot a une particularité, c'est qu'il a des
Series Elastic Actuators, donc en gros des ressorts dans ces à côté, en série, enfin reliés en série au moteur, ce qui fait qu'il est assez flexible. Et du coup, on a exploité ça. Là, je vais être très bref, mais pour créer un contrôleur d'attitude compliant. Et comment on fait? En fait, au niveau de la taille du robot, on a une centrale inertielle qui mesure notamment l'orientation en pitch et en roll de la taille du robot. Okay, et imaginons que ça, ce soit les références pour les pieds. En fait, dû à la compliance du robot, parfois on a des perturbations en pitch ou en roll au niveau de la taille. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'à la place de les refuser entièrement, on en accepte une partie, c'est-à-dire qu'on modifie la référence du robot de telle manière à accepter la modification au niveau du roll et du pitch de la taille du robot, mais sans bouger les pieds. Normalement, si le robot était rigide, bouger ici l'orientation au niveau de la taille aurait un mouvement sur les pieds. Ici, on modifie la référence pour que les pieds restent au même endroit, mais qu'on accepte ce changement en pitch et en roll du waist sans jamais aussi descendre le centre de masse du robot. Et donc ça nous donne ceci en résultats expérimentaux. En fait, on peut modifier à quel point on accepte la perturbation. Ici, c'était probablement avec un mu petit. Mu, en fait, c'est le paramètre qui détermine si on accompagne beaucoup ou pas la perturbation. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que quand on augmente ce paramètre-là, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe, c'est que les pieds du robot, quand on le perturbe, restent beaucoup plus ancrés au sol, en fait. Puisqu'on modifie la référence du robot, en fait, on a beaucoup plus cette constance des pieds qui restent au sol. Alors évidemment, il ne faut pas le mettre trop, sinon on a ce genre de mouvement-là. Mais en fait, grâce à ça, on peut plus facilement prendre des décisions de pas. Ici, c'était juste une slide pour montrer que ça marchait dans le sens où ça réduisait, en fait, quand on avait des mouvements latéraux, ça réduit les forces de contact maximales au niveau des pieds. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que comme les pieds restent mieux en contact, on peut plus facilement commencer des pas pour rattraper son équilibre. Et en plus, comme on a modifié la référence du COM, on peut regarder simplement la vitesse et la position du nouveau COM de référence pour déterminer si on est en train de tomber ou pas, si la perturbation est grande ou non. Okay, et en fait, basé, là encore, désolé, je vais très vite, en fait, on s'est inspiré de travaux qui s'appellent la capturabilité par Prad, Goswami et beaucoup d'autres gens. Je vous invite à regarder, mais en fait, on a vu que ça ne marchait pas directement sur le robot, donc on a essayé de déterminer de manière empirique, en fait, une position P du centre de masse, étant donné une perturbation actuelle, trouver où cette position P nous permettrait de complètement absorber la perturbation, et ensuite de planifier soit un pas pour amener le COM près de cette position P, soit deux pas. Et ce qu'on a essayé de mettre en œuvre, c'est un algorithme qui décide s'il vaut mieux faire un pas ou deux pas. Et je ne vais pas parler trop de la manière dont on le fait, c'est assez heuristique. Mais on a en fait voilà, un critère de décision pour dire soit un pas ça suffit, soit deux pas c'est mieux. Ça aussi, je ne vais pas trop en parler en fait, parce que ce choix-là se détermine à partir d'un seuil empiriquement choisi. Et il va nous donner différentes stratégies selon la position du point P qui absorberait toute la perturbation. Donc, par exemple, si le point P est au niveau de mon curseur, c'est-à-dire qu'on a poussé le robot vers là, ici en noir, ça correspond à une stratégie où on bouge deux fois les pieds du robot. Et pourquoi deux fois? Parce qu'en fait, si on veut aller par là et que les pieds sont déjà relativement écartés, le robot ne peut pas vraiment lever tout de suite ce pied-là pour aller plus loin. Okay, il est un peu bloqué. Et donc, il est beaucoup plus intéressant de planifier deux pas où d'abord on rapproche le pied gauche, puis on bouge le pied droit. Okay, ça, c'est une approche qu'on pourrait qualifier de fainéante comparée à beaucoup d'autres approches de la littérature, dans le sens où on essaye de faire le moins de pas possible. Il est aussi possible d'utiliser d'autres techniques qui consistent à faire plein de pas, éventuellement tout le temps. On a des robots qui font tout le temps des pas pour rester tout le temps en équilibre dynamique, ou alors de faire juste beaucoup de pas, de mesurer que la perturbation diminue, et une fois qu'elle a vraiment diminué, s'arrêter au niveau des pas.
Nous, ce n'est pas ce qu'on a cherché à faire. On a cherché vraiment à être fainéant et faire le moins de pattes possible. Et voilà ce que ça a donné comme résultat. Hop, donc en fait, on va le pousser. Et on voit que ici, par exemple, c'était un cas assez clair. Le prochain, où en fait les pieds sont déjà écartés, donc il vaut mieux d'abord bouger le pied gauche et ensuite le pied droit. Okay. Parfois, un seul pas suffit. Et parfois, on voit que la perturbation, à la fin, crée une nouvelle perturbation qui va de nouveau déclencher des séquences de pas. L'important, c'est que quand on ne touche plus au robot, au bout d'un moment, le robot s'arrête effectivement de faire des pas. Ce n'est pas toujours facile en pratique de réussir à obtenir ça. Donc là, on voit que le robot était capable de résister à des perturbations quand même relativement élevées, même si bien sûr le fait qu'il n'y ait pas de partie haute du corps simplifie quand même en termes dynamiques la récupération de l'équilibre. Et ça, cette méthode, même si c'est anecdotique, peut être aussi utilisée simplement en modifiant la référence du CEM pour déclencher des pas et voir un comportement de marche. Ce qui est un peu sympa avec ce comportement, c'est que si on bloque le robot, il n'y a pas besoin de changer le contrôle. Immédiatement, il va arrêter de faire des pas. Parce que ici, on le déséquilibre artificiellement, et si on bloque, il n'y a plus ce déséquilibre artificiel mesuré par le robot, et il s'arrête dans sa séquence de pas. Voilà, désolé, comme le temps était assez restreint, je suis allé très rapidement pour montrer un petit peu tout à propos de ces trois approches. Si on a un peu de temps, je serais ravi de rentrer plus en détail au moment des questions sur, voilà, sur ces approches-là. Je voulais juste avoir deux mots sur l'amélioration de cette approche-là pour la push recovery. Un de ces problèmes, c'est d'être trop empirique, évidemment, mais c'est assez difficile en fait de réduire les choix heuristiques dans la push recovery sur des vrais robots, parce qu'on est vraiment aux limites de ce qu'on peut modéliser. On se rend bien compte que une fois qu'on pousse le robot, les pas qu'il doit faire dépendent vraiment beaucoup des capacités intrinsèques de ce robot-là, à la fois en termes d'actuation, mais aussi en termes de stabilité globale de son hardware. Donc c'est vraiment très dur de ne pas faire quelque chose empirique. Je pense qu'il y a deux approches qui sont en compétition actuellement. C'est d'un côté, vraiment essayer de modéliser le mieux possible la dynamique du robot, d'être le plus fidèle possible à la réalité, mais ensuite avoir quand même des choix empiriques qui vont être ajustés après des essais et des échecs en ligne. Et la tentative importante, c'est de garder le minimum de paramètres à ajuster, sinon ça devient beaucoup trop compliqué de tous les ajuster en ligne. Ou alors une méthode carrément basée sur d'abord la simulation, donc une simulation la plus fidèle possible, et ensuite de l'apprentissage par renforcement pour trouver des stratégies très diverses de push recovery, et notamment ce qui a donné des résultats assez sympas très récemment, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la domain randomization, qui est en gros le fait de créer en simulation des contrôleurs qui vont résister à plein de dynamiques différentes. Donc on va changer la dynamique à la fois de l'environnement et du robot, les capacités d'actuation du robot. Et si on a un contrôleur qui est capable de rétablir l'équilibre, même quand on change la dynamique de plein de manières différentes, alors on peut supposer qu'en l'appliquant directement au robot, ça va fonctionner. Le problème de ça, c'est que très souvent, une fois qu'on l'applique au robot, il faut que ça marche tout de suite, parce qu'on n'a plus l'occasion de réajuster le contrôleur. Il a trop de paramètres, donc l'ajuster en ligne, avec des données en ligne, ce serait insuffisant et impossible. Mais normalement, il y a 2 semaines, il y a eu un talk dans ce même working group par Seun-Ha qui a montré qu'il est possible de faire de l'apprentissage par renforcement en ligne pour ce genre de tâches de mouvement bipède. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci et n'hésitez pas si vous avez des questions, je serai ravi de revenir sur les points sur lesquels je suis passé un peu rapidement. Merci beaucoup Nicolas, c'est super intéressant, il y a plein de sujets, puis nous des sujets aussi qui nous intéressent. On peut peut-être enchaîner sur les questions. Alors effectivement, il est déjà 2 heures, donc on peut rester un peu, tous les gens qui n'ont pas de contraintes horaires. Est-ce qu'on a des questions
dans la salle, vous pouvez ouvrir vos micros. Allez-y. Il y a Rémi Fabre qui, avant de partir, posait une question. Il demandait, alors, il disait, on a surtout parlé de planification, mais quid du contrôle? Quels algos de contrôle utilisez-vous? Et est-ce que les performances sont telles que ça vaut pas le coup de travailler dessus? De travailler sur quoi, pardon? Ouais, alors je pense que ce qu'il veut dire, c'est par rapport au... Est-ce que les algorithmes de contrôle eux-mêmes sont suffisamment bons pour qu'en fait on s'intéresse essentiellement à la planif et que c'est ça le vrai problème dur, quoi. En fait, je pense que c'est ça qu'il voulait dire dans sa question. Pour ça, j'aimerais bien revenir. À mon avis, c'est intéressant de voir ce qui se fait maintenant. Alors, attendez, hop. Là, c'est où? Voilà. Justement, en fait, si on parlait de quelque chose. Effectivement, quand j'ai dit que cette approche ici était plus moderne, zut, c'est pas lancé. C'est que de manière progressive, on essaye d'inclure la planification dans le contrôle, okay, mais on n'y est vraiment pas encore parvenu. Ça, c'est clair qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour inclure totalement la planification de pas, même à un horizon restreint, même à juste quelques secondes, donc une dizaine de pas. C'est pas encore possible de le faire en temps raisonnable parce que les pas introduisent une combinatoire vraiment problématique. Donc ici, pour vous dire comment ça se passe, donc là, je pense que c'est des travaux qui vont dans cette direction-là, assez moderne, d'inclure la planification dans le contrôle. Puisqu'on est capable de faire des choses de plus en plus sympas au niveau du contrôle, autant effectivement tenter de tout inclure. Et ici, comment ça se passe? Le problème, c'est que chaque pas, chaque empreinte, elle fait partie des variables à optimiser. Donc, si vous voulez optimiser 10 pas et que chaque empreinte, là c'est 3D, mais admettons que ce soit 2D, chaque empreinte c'est 3, donc 10 pas, ça fait 30 variables à optimiser. Et il faut savoir qu'en fait, ça on peut en avoir l'intuition, c'est des variables dont les contraintes vont être naturellement très 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 non convexes. En fait, il y a vraiment une combinatoire liée au pas, puisque, par exemple, là, on peut, admettons qu'il y a un obstacle, eh bien, on peut éviter l'obstacle par la gauche et l'éviter par la droite. D'accord? Et il n'est pas possible continuellement de passer d'une solution à l'autre. C'est en ça que ce n'est pas convexe. Donc, malheureusement, il faut tenter à gauche, tenter à droite et voir lequel des deux choix est le meilleur. Du coup, ces tentatives-là, pour l'instant, ça reste bloquant. Le côté combinatoire de la prise de contact fait que soit on a 5 heures devant nous et OK, on met tout et on passe à la moulinette du contrôle et d'optimisation et on va peut-être avoir une solution optimale mais qui aura mis 5 heures à être calculée. D'accord? Ça, c'est pas souhaitable parce qu'on veut réagir vite. Du coup, toutes les méthodes qui font vite, elles passent par des heuristiques et notamment, voilà, dans ce travail très récent, on a une heuristique qui est aussi basée sur de la planification continue pour tenter en fait de réduire grandement les choix effectués pour le positionnement des empreintes de pas. À ma connaissance, on est encore un peu bloqué par ce fonctionnement-là en deux étapes, puisque soit on est très conservatif. Moi, ça a plutôt été tendance à être des méthodes comme ça que j'ai présentées, c'est-à-dire on veut être sûr que quand on trouve un mouvement continu, eh bien, on va toujours pouvoir le transformer en une séquence de pas. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on a quasiment déjà inclus soit toute la complexité du problème, soit on a tellement été conservatif qu'on va trouver que des solutions très simples et on ne va pas rentrer dans les vraies capacités du robot. Soit si on n'est pas conservatif de ce côté-là, on risque d'avoir ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire on planifie, ok, on a un candidat pour une trajectoire, on va introduire ça dans notre contrôleur, corps complet,
faut voir ici que, je ne l'ai pas dit, mais il est encore divisé en plus en deux, le contrôleur. Hein. C'est-à-dire que d'abord, on va trouver dynamiquement quelque chose qui est à vitesse quasi statique et ensuite un autre contrôleur. Mais bref, admettons qu'on puisse tout mettre dans un seul contrôleur. Eh bien, le problème, c'est que si ce contrôleur-là vous dit « Ah ben non, les contraintes ne sont pas faisables », il faut recommencer depuis le départ, depuis la partie pleine. Donc voilà, là, il y a vraiment un nœud qui n'a pas encore été résolu à ma connaissance par les méthodes proposées dans le tableau. Et puis en plus, c'est pas forcément facile de backtracker. On sait que c'est pas faisable parce qu'à tel pas, le robot va tomber ou il va pas pouvoir atteindre telle zone, etc. Et c'est pas facile de backtracker et de replanifier des pas qui sont un peu différents, mais eux faisables, quoi. En fait. Ouais, parce que parfois, il y a vraiment, on pensait pouvoir passer au-dessus de cet obstacle-là, mais on peut vraiment pas. Donc si on backtrack que d'un tout petit peu, on est bloqué devant l'obstacle et il va falloir faire des chemins qui sont pas du tout naturels, alors que dès le début, il aurait mieux fallu emprunter un chemin complètement différent. Donc, ouais, complètement. Voilà. Donc cette relation entre le planning et le contrôle est vraiment pas complexe. On la voit aussi dans le modèle prédictif contrôle, qui essaye de faire un peu des fois les mêmes choses, c'est-à-dire de mettre au moins un peu de planif dans le contrôle directement. Et on a toujours ce même problème de conflit entre les étages. C'est-à-dire qu'on aimerait bien avoir un étage un peu abstrait où on peut se tromper, mais on a une première trajectoire grossière et puis ensuite on l'affine avec du contrôle plus précis. Mais voilà, on a toujours des nœuds en fait entre les étages qui font qu'il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de recherches à faire sur en fait une manière plus canonique de gérer ces hiérarchies entre la planif d'un robot comme ça qui prend des contacts et donc qui est typiquement hybride, et le contrôle qui lui a plus vocation à résoudre les mouvements continus. Ok, donc quand tu dis mettre de la planif dans le contrôle, tu parles du backtracking. Hein. En partie le backtracking, mais par exemple le MPC aura plus tendance à dire bon, je sais que je peux mettre un tout petit peu de planning, c'est-à-dire sur un petit horizon, j'arrive encore à gérer une certaine quantité de planning, par exemple 3-4 contacts, j'arrive à le gérer en temps réel, donc je vais faire ça. Et du coup, on améliore très légèrement la capacité à planifier pour un horizon court. Donc ça, c'est déjà, ça peut avoir un gros plus, notamment pour des choses telles que le push recovery, où on n'a que 1 ou 2 pas à gérer. Maintenant, si on réfléchit à des exemples comme ici, on a toujours un horizon plus long qu'il faut être capable aussi de considérer. Alors évidemment, dans la plupart on va dire des réussites robotiques, cet horizon long-là, il est géré à la main, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on met des heuristiques à la main pour dire ok, le robot, il va aller de ici à ici, il va passer à l'autre pièce en passant par là. Enfin, c'est effectivement quelque chose qu'on peut souvent en grande partie gérer à la main, et ça a été un choix assez généralisé pour obtenir des expériences sympas. C'est une approche très pragmatique et très correcte. Toujours est-il que probablement un jour, si on veut vraiment de la flexibilité dans un robot en situation réelle, il faudra probablement être capable de laisser aussi le choix de l'horizon un peu plus long effectué par des algorithmes en ligne et pas que de manière experte à la main. Ouais, bien sûr. Ouais. Et aussi, on parlait de RL. Est-ce que tu as vu des travaux de RL pour la planif des pas, c'est-à-dire à cet étage-là, c'est-à-dire qui planifient la séquence des empreintes, quoi, en fait, par exemple? Alors, non, j'ai pas vu ça pour du long terme, en tout cas. J'ai vu ça pour des pas planifiés à court terme, oui. C'est-à-dire que on peut assez facilement trouver des contrôleurs qui vont gérer des pas pour marcher vers l'avant, et ça va être entièrement appris, ou des pas pour éviter des obstacles. Ça reste local. Après, gérer
sur un horizon relativement long des décisions comme ça de se dire finalement un petit peu comme les démos que j'ai montrées sur HRC2 au début, c'est-à-dire Oui, ok, il faut aller là-bas, il faut à la fois franchir ce petit obstacle, puis ensuite trouver des pas qui me permettront de rester dans l'environnement. Non, pour moi, cette combinatoire-là, pour l'instant, elle a été vraiment gérée efficacement que par le motion planning et pas trop par le RL. Alors, le RL a déjà été augmenté de motion planning, mais vraiment résoudre la planif par du RL, ça, j'ai pas vu. Ouais, je suis d'accord que ça a l'air d'être plus adapté quand même pour du très court terme, pour gérer quelques obstacles qui sont autour, comme par exemple le frais des champs de potentiel ou ce genre d'approche, et pas vraiment pour faire une longue planif, quoi. C'est pas super adapté pour ça, à mon avis. Ouais. Pour éviter les obstacles environnants, par exemple, ça pourrait peut-être être une idée, quoi. Oui, ça, à mon avis, c'est une idée qui peut être totalement intéressante, et notamment je parlais de ces résultats-là grâce à la domain randomization qui ont montré qu'on pouvait appliquer du RL entièrement fait en simulation à des vrais robots. Ça, c'est très intéressant de savoir que c'est possible. Après, il y a vraiment, voilà, je pense que c'est pas sur tous les robots parce qu'il ne faut pas se tromper. En fait, il faut que ça marche tout de suite. Maintenant, c'est pas impossible non plus qu'on puisse apprendre à mieux résoudre des problèmes à horizon relativement long, mais je pense que ça passera encore par une solution à plusieurs étages. Et il se trouve que même dans le RL, ces interactions entre des étages hiérarchiques, c'est quelque chose de difficile. Où on veut abstraire en fait une partie des capacités du robot pour pouvoir en quelque sorte raisonner à un horizon long juste à partir d'un modèle, d'une abstraction. Eh bien, le lien entre l'étage de haut niveau et l'étage de bas niveau, il est compliqué à faire. Alors, après, le coup du on peut pas se tromper, je pense que c'est vrai sur des robots comme HRP2 ou Talos, etc. Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire de l'ARL en ligne dessus. Mais après, sur des petites plateformes, celle que présentait Seoun A, où nous, on a des petits humanoïdes qui font typiquement 70 cm de haut. Et là, on peut quand même se permettre de faire un peu des expériences en ligne, de les laisser tomber, ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais dans une certaine mesure, hein, quand même. Hein. Je sais, parce que... Oui. Et ce que je voulais surtout adresser là, c'est que en fait, il faudrait que je retrouve le lien. C'est sur un robot Cassie. Donc ils ont montré des résultats intéressants. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que pour l'instant, c'est deux approches assez différentes. Une approche qui va essayer de travailler sur le robot en faisant certes de l'apprentissage, mais en minimisant le nombre de paramètres à gérer au départ. D'accord ? Donc, la stratégie, ça va être de dire, OK, on va avoir peu d'essais avec le robot, donc il faut préparer en amont quelque chose qui va faire qu'il y a peu de choix nécessaires. Donc ça, c'est une approche qui me semble tout à fait possible. Mais la deuxième approche qui consiste à apprendre en simulation, en général, actuellement, il me semble qu'elle se base sur les algos état de l'art de RL qui sont très gourmands en données. Ouais. Et du coup, ce contrôleur-là qu'on va entraîner entièrement en simulation, c'est un contrôleur qui est appris par un algo qui est gourmand en données. Donc, il a vraiment beaucoup de paramètres. Et le problème intervient, c'est une fois que lui, on le transfère sur le robot, si ça ne marche pas, le problème, c'est que si on utilise le même algo, c'est un algo qui est gourmand en données, et donc on ne va pas réussir, en gros, à continuer le même processus. C'est-à-dire que ce serait possible de continuer à faire du learning online, mais il faut changer complètement la manière dont on le fait. Ouais, complètement d'accord. Pour être beaucoup plus data efficient, quoi. Voilà, Vraiment, effectivement. Et il faut changer d'algo pour être data efficient et préparer quelque chose qui permet, oui, voilà, donc c'est bien sûr des domaines dans lesquels il y a déjà des travaux, le few shot learning, etc. C'est assez frustrant parce que j'en parlais notamment avec Olivier Stas il y a quelques mois. Nous, quand on bosse sur nos petits robots humanoïdes, on fait beaucoup de réglages sur les robots, nous-mêmes à la main. Et on crée des mouvements même à partir de rien sur les robots. Notamment, on a fait par exemple des mouvements de relevage, je pense que c'est un bon exemple. Et en fait, on est hyper data efficient quand on le fait nous à la main. Quand on fait un mouvement de relevage
avec des splines en bricolant, en fait, on y arrive assez vite. Et Oui, c'est vrai. c'est assez frustrant du coup de ne pas avoir l'algo qui fait ça à notre place et qui a les mêmes heuristiques que nous, quoi. Ah, ça c'est vrai. Ce serait très intéressant de poursuivre dans cette direction. Je pense que si on y arrive, on doit être capable de le faire, mais après, c'est vrai que nous, on est capable de tout remettre en question en fonction des observations. Je pense que c'est pas, il n'y a pas d'algo qui puisse faire ça. En Oui, gros, par l'algo, exemple, c'est pas modèle il free en va. fait, typiquement, du tout en fait. Comme, Oui, oui, oui. C'est pas du tout modèle free. on a Et Vincent qui a ouvert son micro, peut-être. J'avais une question liée justement à ce passage de niveau hiérarchique, donc des représentations très très simplifiées du robot qui permettent de faire de la planif, puis vraiment le niveau du contrôle bas niveau. Est-ce que faire ça bien, ça passe pas par la capacité à représenter dans des espaces de petites dimensions où on a un modèle réduit du système, où on considère des dimensions réduites du système? Est-ce qu'il ne faut pas être capable d'avoir une représentation des capacités d'actionnement du système au plus bas niveau dans ces espaces-là, en fait? Typiquement, il y a peu de chances qu'on ait besoin de réellement planifier assez précisément nos pas très loin devant de manière très précise si on a une capacité à connaître en fait nos capacités nos capacités à faire ces pas-là plus loin en fait. Ce que je veux dire, c'est que si je connais, si j'ai confiance dans la capacité que je vais avoir à prendre des pas et que je peux me permettre de raisonner juste sur la dynamique de mon centre de masse parce que j'ai une très bonne estimation de mes capacités d'accélération et mes capacités à générer des forces de contact, alors les problèmes de planification ils deviennent simples et les solutions qui vont sortir de ces problèmes de planification, je sais qu'elles sont faisables puisqu'elles ont intégré les capacités d'actionnement. Est-ce que là, est-ce que tu ne considères pas que ça c'est un point dur en fait d'embarquer des bonnes représentations des capacités d'actionnement dans la planif? Parce que souvent, tu regardes les travaux de Pierre Fernbach, par exemple, que tu cites là, où il essaye d'avoir des très très bons modèles d'actionnement. N'empêche que les hypothèses qui sont faites, c'est que les capacités d'accélération du centre de masse, elles sont constantes, et on a une estimation qui est un hypercube, et c'est globalement plutôt faux et plutôt mauvais. Est-ce que ça, c'est pas un point qui te semble important? Ben, je suis vraiment totalement d'accord. Et pour résumer la chose, ben, c'est sûr que, par exemple, nous, quand on planifie un mouvement pour aller dans une autre pièce et s'asseoir, on n'est pas déjà en train de résoudre les forces de contact qu'on va utiliser pour s'asseoir. Donc, et ça semble un peu, quelque part, idiot de le faire. Donc, évidemment qu'on va utiliser des modèles, et j'ai l'impression qu'on a essayé de s'adapter à cette hiérarchie-là, de dire on va simplifier des modèles et puis on va utiliser ces modèles simplifiés pour planifier en premier et ensuite résoudre que localement ce dont on a vraiment besoin au niveau du contrôle. Mais j'ai l'impression que ce qui manque, s'il y a vraiment une chose qui manque, c'est la flexibilité. Justement, tu l'as dit, en fait, on adapte la précision de notre représentation selon les besoins, j'ai l'impression. Donc, si il se trouve que dans 3 pas, il y a quelque chose qui paraîtrait un peu complexe, on va en fait ajuster le niveau de réflexion qu'on a. Donc en fait, le niveau du modèle qu'on met en œuvre, on va l'ajuster en fait à la difficulté perçue par nous-mêmes, indépendamment du fait que ce soit loin dans le temps ou pas. C'est pas parce que c'est à 5 secondes que forcément c'est quelque chose à ignorer. Peut-être qu'on sait déjà que c'est dans 5 secondes précisément qu'il va y avoir quelque chose de dur et là on doit avoir un modèle un peu plus précis. Du coup, on voit que probablement ce qui est le plus efficace, c'est d'avoir une grande flexibilité de la hiérarchie utilisée au niveau des abstractions et il faudrait qu'elle s'adapte vraiment aux besoins. Or, nous, j'ai l'impression dans la littérature, dans l'état de l'art, en tout cas dans tout ce qui a été le plus largement exploré, on a souvent une certaine rigidité. On le voit évidemment dans mes états, c'est-à-dire les étages qu'on utilise sont assez rigides. On le voit évidemment dans les méthodes que j'ai présentées. Là aussi, dans ces méthodes récentes par Song, Fernbach et les autres, ben oui, c'est complètement rigide. C'est-à-dire qu'on a décidé une fois que ça, voilà, c'est ça qu'on va utiliser pour la planification en continu dans la première phase. Et ensuite, on a dit, comme tu l'as dit, on a fait telle ou telle restriction
pour la planification du mouvement corps complet, mais qui à ce stade-là est juste quasi statique, et ensuite on passe à un contrôleur qui lui est dynamique. Mais en fait, voilà, il y a vraiment une rigidité de l'architecture qui fait que dès qu'on va se trouver un petit peu dans des cas de figure qui sont où la difficulté se joue un peu à l'intersection entre ces deux étages-là, ben on a perdu. Soit parce qu'on aurait besoin de trop backtracker, soit parce que, au contraire, on va directement trouver une solution, mais prendre trop de temps peut-être à la résoudre. Donc voilà, en fait, il y a le manque d'un formalisme qui permettrait de gérer beaucoup plus flexiblement toutes ces hiérarchies, j'ai l'impression. Ok, merci. Ok, super, merci beaucoup. Si on n'a pas d'autres questions, on peut peut-être clôturer.